Ensuite, la France accueille le Congrès mondial de la nature de l'UICN avec des représentants de 160 pays. Une nouvelle fois, le Congrès alerte sur la disparition en cours de très nombreuses espèces, une extinction dont l'ampleur est sans précédent. Lors de ce congrès, il s'agit de définir l'agenda de travail environnemental mondial pour les 10 prochaines années. Des milliers d'experts vont débattre pour faire émerger des solutions concrètes pour la préservation de la biodiversité. On retrouve Thomas Bernat, coordinateur régional de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bonjour, qu'attendez-vous concrètement de ce congrès mondial ? Bonjour. Écoutez, il semblerait certainement que ce congrès va être l'un des plus importants congrès qu'il y ait eu, simplement parce que la science nous montre que dans les 10 prochaines années, cette prochaine décennie va vraiment nous mettre sur les voies, ou sur la voie, justement, pour faire en sorte que nous puissions à la fois combattre le changement climatique et aussi finalement atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette prochaine décennie, vraiment, va être absolument cruciale, non seulement d'un point de vue de la changement climatique, mais aussi d'un point de vue de la perte de biodiversité. Puisqu'en effet, récemment, il y avait un rapport de la WWF qui a montré que 70% en fait, des espèces animales ont été perdues depuis 1970. Et c'est justement ce dont on va discuter, ce qui va être traité pendant ce congrès-là, sur comment renverser la tendance, sur comment faire en sorte que finalement, d'ici 2030, on arrive à restaurer les écosystèmes. Et la raison pour laquelle il est si important finalement de restaurer cette biodiversité, c'est qu'en fait la nature est certainement en fait notre meilleure arme, à la fois en termes de résilience, à la fois en termes de développement local, mais aussi en termes de la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment en fait l'une des pierres angulaires de l'avenir de nos sociétés, de notre planète. Et c'est donc pour cette raison justement qu'aujourd'hui nous nous réunissons pendant près d'une semaine pour faire en sorte justement qu'on se décide sur comment agir, puisque là certainement ce congrès et notre prochaine décennie sera sous l'égide de l'action. Alors justement, il y a eu un congrès il y a 4 ans. Est-ce que la liste rouge des espèces menacées s'est allongée depuis 4 ans ? Est-ce qu'il y a au moins quelques espèces où l'on a progressé dans la protection ? Alors oui, tout à fait, il y a des évolutions très positives et c'est justement de ça qu'il s'agit. C'est essayer d'identifier justement ces solutions qui sont déjà en train d'être mises en place. En fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Les solutions, les choses qui doivent être faites sont déjà en train d'être faites. Simplement, elles ne sont pas faites ni à la vitesse, ni à l'échelle nécessaire pour justement faire en sorte de renverser la tendance et faire en sorte que d'ici 2030, on arrive vraiment à mettre en place un système au niveau global, au niveau de nos sociétés, qui justement permettent d'ici à 2050 vraiment renverser complètement la tendance, atteindre la neutralité carbone et finalement restaurer aussi cette relation brisée qui est entre l'homme et la nature. Et ça c'est vraiment en fait l'un des principaux sujets finalement en fait de ce congrès, sur comment faire en sorte que la conservation devienne vraiment à la fois un facteur positif pour la nature, mais aussi pour les peuples, et en particulier pour les peuples autochtones et les communautés locales qui, elles, sont extrêmement dépendantes justement de ces ressources naturelles. Et il semble bien sûr que la crise du coronavirus récente, et en particulier avec la fermeture des frontières et le ralentissement des exports, des imports et du commerce, que finalement on s'est rendu compte à quel point justement ces communautés locales, ces sociétés sont dépendantes, puisque finalement c'est le dernier coussin de résilience sur lequel justement ils dépendent pour leur survie. Et c'est aussi, et très important, c'est aussi les meilleurs placés pour finalement être les gardiens de ces ressources naturelles. Qu'en est-il de la situation des océans et des espèces marines ? Alors la situation, elle n'est pas très positive, pour être tout à fait honnête. Vous savez, il y a énormément d'enjeux, à la fois au niveau global, dans plusieurs régions. Si par exemple on regarde sur la dégradation des écosystèmes, on a déjà perdu plus d'un tiers des coraux au niveau global. On continue de déverser 8 millions de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, si on continue à ce rythme-là, il y aura plus de plastique dans les océans qu'il y aura de poissons d'ici 2050. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est... Il y a encore quelques années, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait même imaginer. Et c'est encore en train de se faire. Mais à cela dit, il y a encore beaucoup de choses justement et beaucoup de solutions qui sont en train de mettre en place. On parle d'économie circulaire et bien évidemment aussi les pratiques de pêche durable. Alors ça veut aussi dire qu'il va falloir justement soutenir par exemple les petits pêcheurs, les artisans de la mer, qui eux justement sont souvent les mieux placés, non seulement pour savoir comment bien gérer cette ressource, mais aussi finalement pour la protéger, puisque eux,
tous les jours, ils vont aller justement prendre leur bateau, sortir en mer pour justement aller pêcher. Ils savent très bien que le lendemain, il faut encore qu'il y ait du poisson. Par contre, il est vrai que lorsqu'on a affaire à des énormes vaisseaux industriels qui pêchent des millions et des millions de tonnes chaque année, eux, à partir du moment où il n'y a plus de ressources de pêche là où ils pêchaient, ils iront dans un autre océan et ils continueront de faire ce qu'ils font. Parmi les encore mesures... une fois, donc là, c'est vraiment pour renforcer. Oui, mais parmi les mesures Allez-y, essentielles, allez-y. est-ce que le Congrès mondial de la nature va par exemple demander un moratoire interdisant l'exploitation minière en eau profonde? Ah, alors ça, c'est en effet. Alors nous, on va pas demander, puisque donc l'IUCN, pour être tout à fait clair, on est justement une union démocratique, et c'est d'ailleurs l'une des seules institutions internationales qui a cette nature-là. Et nous, ce que l'on fait, on crée un espace de dialogue entre les gouvernements, entre la société civile, avec les scientifiques, pour justement qu'ils discutent de ces problèmes et qu'ils prennent des décisions, ce qu'on appelle des résolutions ou des motions, et pour finalement justement se poser la question et éventuellement peut-être un moratoire. Ça, ce seront justement les membres de la IUCN qui vont en discuter et qui éventuellement se prendront des décisions en ce sens ou pas. Mais donc vous parlez de favoriser le dialogue. Quels sont les moyens de pression de l'UICN sur les différents États pour mettre en œuvre ces engagements? Alors en fait, c'est de manière très intéressante, c'est beaucoup moins en fait de la pression aujourd'hui qu'il faut exercer, c'est beaucoup plus un éclairage sur ce qui est déjà en train d'être fait, sur justement ces solutions positives et également bien évidemment sur les solutions, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont indispensables et qui vont vraiment être la clé de voûte justement pour la réalisation des objectifs d'ici à 2030, à la fois de la Convention internationale pour la diversité biologique, mais aussi pour la CNUC, donc pour l'accord de Paris, et également les SDGs, donc les accords, les objectifs du développement. Et en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, comme je l'ai un peu mentionné avant, les solutions existent, elles sont déjà là. On n'a vraiment pas besoin de réinventer la roue. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire plus, il faut faire plus grand et il faut le faire très très vite. Puisqu'en effet, le temps presse. Si les solutions existent, en quoi ce congrès sera-t-il différent des précédents? Est-ce que ça ne va pas être de nouvelles résolutions non suivies d'effets? Eh bien justement, c'est exactement de ça dont il s'agit, c'est comment finalement transformer maintenant les stratégies, ces solutions et les porter à l'échelle. Et donc ça veut dire qu'il va falloir monter des alliances, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des mécanismes d'accélération, de financement ambitieux, bien évidemment, puisque comme vous pouvez l'imaginer, le passage à l'échelle et l'accélération de ces solutions va passer aussi par un investissement bien plus important sur comment aussi investir et impliquer de manière beaucoup plus systématique le secteur privé qui aura un rôle indispensable justement dans la mise en place de ces solutions à l'échelle et faire en sorte que finalement, et encore une fois de manière extrêmement importante, que les populations locales soient vraiment au centre et les directs bénéficiaires de ces solutions. La LPO, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux, constate que 30% des oiseaux ont disparu en 3 décennies en France et elle met en garde contre un greenwashing lors du congrès mondial. Que leur répondez-vous? Eh ben, moi j'ai envie de dire que ça c'est un état de fait et ça c'est justement la science nous montre que la situation elle n'est pas très très bonne et voire même elle est assez catastrophique. Mais cela dit, on a encore, et la science nous dit aussi qu'on a encore justement cette fenêtre d'opportunité, mais il faut agir. Et c'est justement, et encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit, agir sur comment justement débloquer ces solutions, débloquer l'action, puisque en effet, et en particulier quand il s'agit de solutions à des niveaux très importants, planétaires ou régionaux ou même au niveau d'un pays, souvent cela demande du temps. Sauf qu'aujourd'hui, il va falloir un peu, on va dire, briser ce business as usual et faire en sorte que justement, on trouve des nouveaux mécanismes pour accélérer. Il s'agit vraiment d'accélérer. Il ne s'agit pas de réinventer des actions. Les actions, la plupart, et y compris la LPO, il y a justement ces solutions sont mises en place. On parle de création d'aires protégées, par exemple. On va parler de restauration des écosystèmes, etc. Simplement, il va falloir les faire passer à une échelle bien plus importante. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc oui, 30%, ça c'est un fait, et la science nous le dit.
Maintenant, sur comment renverser cette tendance, ça va passer par l'action et ça va passer bien évidemment par des alliances qui vont à la fois rallier les scientifiques, la société civile, les organisations internationales et bien évidemment les gouvernements. Et là, c'est aussi, et je pense que justement la France de ce point de vue-là qui accueille cette année le Congrès, le président Macron a vraiment montré un leadership sur cette thématique-là et bien évidemment on espère que à la fois porté par la France et tous les représentants des pays qui se réunissent aujourd'hui au Congrès, qu'il y aura aussi des engagements et un réel momentum politique pour faire en sorte qu'on puisse passer à l'échelle, puisque bien évidemment ça va aussi passer par eux. Merci beaucoup.